Bonjour, je m'appelle Keba Gueye, je suis professeur de MIC à l'UVS. Je suis chargé de vous dispenser des cours sur culture scientifique et traitement de l'information. Et sur ce cours, le cours est scindé en deux parties. Une première partie, sur la première séquence, c'est les outils mathématiques qui sont nécessaires pour le traitement de l'information. Et sur les outils mathématiques, on aura à voir d'abord les formules trigonométriques, à savoir cosinus, sinus, tangente, et tout ce qui est relatif à leur parité, ainsi de suite. Ensuite, sur la deuxième partie, on aura à voir les nombres complexes, à savoir modules, arguments d'un complexe, les formes algébriques, les formes trigonométriques, exponentielles, et les opérations possibles, comme dans R, les opérations qui sont possibles, la multiplication, l'addition et la division, et aussi de voir les formules de Moivre et de L'Hère. Et enfin, sur la dernière partie de la première séquence aussi, on aura à voir les suites numériques et les séries. Parmi les suites, on aura à définir c'est quoi une suite numérique, suite majorée, suite minorée, et les limites et inégalités. Pour les séries numériques, on aura à voir la définition et somme. C'est quoi la somme d'une série, et aussi c'est quoi la divergence, la convergence et la divergence d'une série. Ensuite, on aura aussi à voir les séries de Fourier, qui sont très importantes maintenant pour le traitement de l'information. Là, c'est l'essentiel qu'il faudra maintenant regarder et bien comprendre pour comprendre très bien maintenant l'évolution du cours sur le traitement de l'information. Sur la première partie, sur la trigonométrie, on aura à voir un cercle trigonométrique de rayon 1 cm. Maintenant, sur ce cercle, vous aurez maintenant à regarder comment définir le cosinus d'un angle et le sinus d'un angle, et aussi tangente d'un angle. Maintenant, une fois la définition, on aura à voir aussi les angles particuliers, à savoir les pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3 et pi demi. Et en ce moment-là, on va regarder leur sinus, leur cosinus et leur tangente. Ça va donner, exemple, si vous prenez sinus de 0, ça donne 0, sinus de pi sixième, ça donne 1 sixième, 1 demi, sinus de pi 4, ça donne racine de 2 sur 2, et sinus de pi tiers, ça donne racine de 3 sur 2, et sinus de pi demi est égal à 1. Par contre, le cosinus, c'est cosinus de 0, c'est 1, cosinus de pi sixième, racine de 3 sur 2, cosinus de pi 4, racine de 2 sur 2, cosinus de pi tiers, ça donne 1 demi, et le cosinus de pi demi, ça donne 0. Et on va maintenant prendre la tangente qui n'est rien d'autre que sinus sur cosinus, et on va faire le rapport de sinus de 0 degré sur cosinus de 0 degré, ça va donner 0 et ainsi de suite, jusqu'à cosinus, la tangente de pi demi, là qui est impossible. Maintenant, après on va regarder maintenant c'est quoi une parité d'une fonction. Cela veut dire de regarder si la fonction est périodique ou pas, et si la fonction est paire ou pas. Maintenant, pour regarder la parité d'une fonction, il va falloir regarder quelle est la période de la fonction. Par exemple, si vous prenez le cosinus est périodique de période 2π. Sinus aussi est période de période 2π, et tangente est périodique de période π. Par contre, si vous prenez cosinus de moins x, ça donne cosinus de x. Donc, on peut dire que le cosinus de x est pair. Sinus de moins x, ça donne égal à moins sinus de x. Donc, on peut conclure que sinus de x est impair, et la tangente aussi est impair. On retient une chose, que cosinus est pair, sinus et tangente sont impairs. Maintenant, après la parité, on va maintenant regarder comment représenter les fonctions trigonométriques graphiquement. Pour cela, les fonctions cosinus sont des fonctions qui sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées, et les fonctions sinus sont des fonctions qui sont symétriques par rapport à l'origine. La tangente aussi, c'est une fonction particulière dont la représentation est donnée sur le graphe. Maintenant, on va aussi regarder ce qu'on appelle les formules d'addition et les formules de linéarisation. Pour les formules d'addition, si vous avez maintenant par exemple cosinus de A plus B, son développement c'est cosinus de A cos B moins sinus de A sinus B. Et sinus de A plus B, ça donne sinus de A cos B plus sinus de B cos A. Tangente de AB, ça donne tangente A plus tangente B sur 1 moins tangente A tangente B. Par contre, on peut aussi faire la même chose sur cosinus de A moins B, sinus de A moins B et tangente de A moins B. Maintenant, une fois terminé, on va regarder maintenant les formules de linéarisation. Cela veut dire les formules qu'on a obtenues à partir des formules d'addition et de soustraction. Par exemple, si vous prenez sinus de A cos B, ça va vous donner sinus de A plus B plus sinus de A moins B sur 2. Sinus de A sinus de B, ça donne cos A moins B, moins cosinus de A plus B sur 2. On fait seulement la somme des deux, cosinus de A plus B plus cosinus
de A moins B, on aura le résultat. Et si vous faites encore sinus de A plus B et sinus de A moins B aussi, vous aurez le même résultat. Maintenant, c'est comme ça qu'on va faire pour déterminer cosinus A plus B, cosinus de A moins B, et ainsi de suite. Maintenant, cos carré de 2A, ça nous donne 1 plus cos de 2A sur 2. Et tangente de 2A, ça nous donne 2 tangente A sur 1 moins tangente carré A. Et ces formules-là, on les a obtenues sur les formules d'addition et les formules de soustraction. Maintenant, une fois que vous avez ces formules-là, on ne retient pas par cœur, mais on essaie de regarder comment retrouver ces formules à partir de ces formules d'addition. Maintenant, on peut aussi regarder les dérivés des fonctions trigonométriques. Cosinus de x, le dérivé de cosinus de x, ça donne moins sinus de x. Dérivé aussi de sinus de x, ça donne cosinus de x. Et dérivé de tangente x, on peut avoir soit c'est 1 plus tangente carré x, ou bien on peut l'exprimer sous forme de cos carré de x, ça veut dire 1 sur cos carré de x. Maintenant, on peut regarder les caractéristiques d'une fonction, à savoir l'amplitude et la fréquence. Si vous prenez une fonction quelconque, on peut regarder quelle est la période de la fonction. Une période, ça veut dire la période d'un signal périodique. La période d'un signal périodique est l'intervalle de temps minimum qui sépare deux répétitions identiques du signal. On la note grand T et s'exprime en secondes. On peut aussi définir ce qu'on appelle la fréquence. La fréquence d'un signal périodique est l'inverse de la période. On la note grand F, ou bien on note N, qui est aussi l'inverse, c'est F qui est égal à 1 sur T, ou bien N est égal à 1 sur T. Par exemple, si vous prenez une fonction de la forme A sin oméga phi, le A est appelé l'amplitude de la fonction ou sa valeur maximale. Oméga est appelé la pulsation, qui n'est rien d'autre que 2π sur la période, et phi c'est la phase de la fonction. Exemple, si on prend une fonction quelconque f de t qui est égale à 2 sinus de 3t plus pi. L'amplitude ici, grand A, égale à 2. La pulsation oméga qui est égale à 3. Et phi est égal à pi. Et en ce moment-là, on peut déterminer la période à partir de la pulsation en faisant 2π sur oméga. Maintenant, là, c'est les bases que vous devez comprendre pour les formules trigonométriques. Maintenant, nous allons voir ce qu'on appelle les nombres complexes. Et si vous avez un nombre complexe, il peut être écrit sous la forme x plus i, y. Et si vous le représentez graphiquement, l'axe des abscisses correspond au réel et l'axe des ordonnées correspond aux imaginaires. Si par exemple j'ai un nombre complexe qui peut écrire sous la forme z égale à x plus jy, là, la partie réelle de z est égale à x et la partie imaginaire de z est égale à y. Et là-bas, maintenant, à ce moment-là, on va le noter, le y qui est égal à im de z, et la partie réelle est notée x qui est égal à réel de z. Maintenant, une fois connaissant l'écriture, vous pouvez maintenant être en mesure de donner comment déterminer le module argument d'un complexe. En faisant quoi? Le module d'un complexe n'est rien d'autre que la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Supposons là-bas, vous avez x plus y, donc le module de z est égal à racine de x au carré plus racine de plus le y au carré. Maintenant, si vous prenez comment calculer l'argument, l'argument c'est la mesure en radian de l'angle de vecteur qui est orienté, déterminé à 2 cas pi près. Si vous prenez le cosinus de l'angle θ, c'est la partie réelle sur le module de z. Ça veut dire réel de z sur module de z. Son sinus est égal à le y sur z, cela veut dire partie imaginaire sur module de z. Et en ce moment-là, on peut calculer la tangente. Et pour déterminer maintenant l'argument, on va mettre maintenant tangente moins 1 et vous aurez maintenant le résultat de l'argument. Maintenant, on peut aussi représenter les nombres complexes suivant 3 formes. Parmi les formes, soit forme algébrique, comme ce qu'on avait vu au départ, z égale à x plus jy, c'est ça qu'on appelle la forme algébrique. Forme trigonométrique de z, on peut l'écrire sous forme z égale à module de z cosinus θ plus j module de z sinus de θ. Ou bien on factorise par module de z, on aura module de z facteur de cos θ plus j sinus θ. C'est ça aussi, là aussi on peut l'appeler les coordonnées polaires du nombre complexe. Et enfin, on peut regarder maintenant les formes exponentielles ou bien formes géométriques. En ce moment-là, on va l'écrire sous forme exponentielle. Cela veut dire si vous voulez écrire le nombre complexe z sous forme exponentielle, on va l'écrire exponentielle de jθ. Exponentielle de jθ, c'est cos θ plus j sinus θ. Donc,
Z peut être écrit sous forme module de Z exponentielle de J θ. Θ étant l'argument et le Z ce sera module de J. Maintenant, on peut aussi faire des opérations. Cela veut dire la multiplication, l'addition et le quotient. Si vous prenez deux nombres complexes, on peut faire l'égalité, de regarder si deux nombres complexes sont égaux ou pas. En ce moment-là, il va falloir que vous mettez réel de Z du premier complexe est égal à réel du second nombre complexe. Si j'ai deux nombres complexes Z et Z', en faisant leur égalité, j'aurai réel de Z égal à réel de Z'. Et part imaginaire de Z est égal à part imaginaire de Z'. Et les arguments aussi sont identiques à 2 cas pi près. On peut aussi faire l'addition si vous avez deux nombres complexes Z et Z'. Pour faire l'addition, il va falloir que vous additionnez les parties réelles et les parties imaginaires. Et en ce moment-là, on peut en déduire réel de Z de l'ensemble est égal à Z plus Z'. Et la part imaginaire, c'est la somme des parties imaginaires. Et aussi, on peut aussi faire la multiplication de deux nombres complexes. En ce moment-là, si vous prenez deux nombres complexes Z et Z', on va avoir module de Z exponentielle de J θ multiplié par module de Z' exponentielle de J θ'. Le pourquoi on utilise l'écriture complexe? Parce que c'est la formule la plus simple pour calculer le produit de deux nombres complexes. Pour les produits et les quotients, le plus simple pour faire les opérations, c'est d'utiliser les formules exponentielles. Et pour calculer l'argument, on va faire la somme des arguments, l'argument de Z plus l'argument de Z'. Parce que si vous faites le produit de deux nombres complexes, exponentielle de J, θ plus θ', fois θ', maintenant vous aurez exponentielle de J, entre parenthèses θ plus θ'. On peut aussi faire le quotient. Le quotient de deux nombres complexes aussi, c'est un peu similaire au calcul de produit de deux nombres complexes. Là, on va faire Z sur Z' est égal à Z module de Z exponentielle de J θ sur module de Z' exponentielle de J θ', qui est égal au rapport des deux modules exponentielle de J, entre parenthèses θ moins θ'. Et là-bas aussi, on peut en déduire les arguments. Cela veut dire l'argument de Z sur l'argument de Z' est égal à l'argument de Z moins argument de Z' modulo 2 k pi. Et les modules aussi, c'est module de Z sur module de Z' pour déterminer les modules. Et enfin, on termine le chapitre. Maintenant, on va terminer la leçon sur les nombres complexes en regardant les formules de Laire et les formules de Moivre. Formule de Laire sous forme de complexe. Vous savez que cosinus de θ est égal à exponentielle de J θ plus exponentielle de moins J θ sur 2. Et sinus de θ est égal à exponentielle de I θ moins exponentielle de moins I θ sur 2i. D'où viennent ces formules? Si vous regardez exponentielle de θ de I θ est égal à cos θ plus I sinus θ. En faisant maintenant la somme des deux, vous aurez que cosinus θ, vous aurez 2 cos θ qui est égal à exponentielle de I θ plus exponentielle de moins I θ. Et aussi, si vous faites la même chose pour sinus, vous aurez sinus θ qui est égal à exponentielle de I θ moins exponentielle de moins I θ sur 2i. Et la formule de Moivre, qui n'est rien d'autre que cosinus θ plus I sinus θ à la puissance n, est égal à cosinus n θ plus I sinus θ. C'est ça qui s'achève la leçon sur les nombres complexes. Maintenant, nous allons entrer sur les suites numériques et les séries. Les suites numériques. Maintenant, l'étude des suites numériques a pour objet la compréhension de l'évolution de séquences de nombres réels, complexes, etc. Ceci permet de modéliser de nombreux phénomènes de la vie quotidienne. Exemple, si vous prenez racine de n pour tout n supérieur ou égal à 0, est une suite de termes qu'on peut avoir si on remplace n par 1 jusqu'à plus l'infini, vous aurez 1, 0, 1, racine de 2, racine de 3 et ainsi de suite. On peut avoir aussi une autre suite sous forme moins 1 à la puissance n pour tout n supérieur ou égal à 0 et la suite qui alterne plus 1, moins 1, plus 1, moins 1. Si n est pair, c'est plus 1. Si n est impair, c'est moins 1. Maintenant, on peut aussi avoir un autre exemple. F de n pour tout n positif est défini par f0 qui est égal à 1, f1 qui est égal à 1 et la relation fn plus 2, ça donne fn plus 1 plus fn. Maintenant, quand est-ce que disons qu'une suite est majorée ou bien minorée ou bien bornée? Une suite un est majorée s'il existe un réel grand M tel
tel que, quel que soit n appartenant à grand N, Un est inférieur ou égal à grand M. En ce moment-là, on dit que la suite est majorée. Par contre, si vous avez une suite UM qui est minorée, cela veut dire qu'il va exister un petit m appartenant à l'ensemble R, tel que, quel que soit petit n appartenant à grand N, Un est supérieur ou égal à petit m. Une suite est bornée si la suite est à la fois majorée et minorée, ce qui revient à dire qu'il va exister un entier, un réel grand M appartenant à grand R, tel que quel que soit n appartenant à grand N, valeur absolue de Un est inférieure ou égale à grand M. Maintenant, une fois connaître les suites majorées, minorées et bornées, on peut regarder maintenant la croissance et la décroissance d'une suite. Une suite est croissante si quel que soit n appartenant à grand N, Un plus 1 est supérieur ou égal à Un. En ce moment-là, la suite est croissante. Par contre, une suite est strictement croissante si quel que soit n appartenant à grand N, Un plus 1 est supérieur à Un. Là-bas, c'était croissante seulement. Ici, c'est strictement croissante. Donc, si c'est croissante, c'est supérieur ou égal à Un. Si c'est strictement croissante, c'est supérieur à Un. C'est la même chose aussi pour une suite décroissante. Là-bas, en ce moment-là, on va dire quel que soit n appartenant à grand N, Un plus 1 est inférieur ou égal à Un. La suite Un est strictement décroissante si quel que soit n appartenant à grand N, Un plus 1 est inférieur à Un. Maintenant, une suite est monotone si elle est croissante ou bien décroissante. Un est strictement monotone si elle est strictement croissante ou strictement décroissante. Exemple, si vous prenez une suite sous la forme Sn, définie par Sn est égal à S, facteur de 1,1 à la puissance n, tel que S0 égale à S, S1 qui est égal à S fois 1,1 est strictement croissante car Sn plus 1 sur Sn est égal à 1,1 qui est supérieur à 1. La suite Un pour tout n supérieur égal à 1, définie par Un qui est égal à moins 1 à la puissance n sur n, pour n supérieur égal à 1, n'est ni croissante ni décroissante. Elle est majorée par E', borne, la borne atteinte en n égale à 2 est minorée par moins 1, borne atteinte en n égale à 1. Maintenant, on va regarder les limites des suites. Si vous prenez une suite quelconque, si la suite admet une limite, cela veut dire on peut dire que la suite est convergente. Si la suite n'admet pas de limite, donc cette limite est infinie, en ce moment-là, la suite est divergente. Maintenant, on peut avoir une suite, la suite qui est Un, pour tout n appartenant à grand N, a pour limite L, appartenant à R. Si pour tout epsilon positif, il existe un entier naturel, grand N, tel que si n supérieur à grand N, alors valeur absolue de Un moins L inférieure égale à epsilon. Cela veut dire quoi? Quel que soit epsilon supérieur à 0, il va exister un entier grand N appartenant à l'entier à grand N, tel que n supérieur égal à grand N, ce qui implique que valeur absolue de Un moins L est inférieure égal à epsilon. À partir de là, on peut dire que si une suite admet une limite finie, on dit qu'elle est convergente. Si elle admet une limite infinie ou si elle n'admet pas de limite, on dit qu'elle est divergente. Maintenant, on va regarder la condition entre, si vous avez deux suites, on regarde maintenant leurs limites et les inégalités qui peuvent exister. Soit Un et Vn, deux suites convergentes telles que, quel que soit n appartenant à grand N, on a Un inférieur ou égal à Vn, alors limite de n, limite de Un quand n tend plus infini est inférieure ou égale à la limite de Vn quand n tend vers plus infini. Soit Un appartenant à grand N et Vn appartenant à deux suites telles que, si la limite de Un quand n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini, alors on peut dire que quel que soit n appartenant à grand N, Vn est inférieur à Un. Alors, limite quand n tend vers plus l'infini de Vn est égal aussi à plus l'infini. Maintenant, on va regarder les séries numériques. Si vous prenez une suite Un, quand n appartenant à grand N, une suite de nombres réels ou complexes, on appelle série de terme général Un et on note somme des Un, la suite Sn définie pour tout n appartenant à grand N, Sn qui est égal à sommation quand k égale à 0 jusqu'à n de uk. Maintenant, cette suite-là est convergente si la série somme des Un converge
cette suite-là est divergente si la suite somme des UN aussi diverge. En ce moment-là, on peut regarder si la série est convergente ou bien si la série est divergente en regardant la série. Si la somme UN est convergente, on dit que la série SN est convergente. Si la somme est divergente, on peut dire que la série SN est divergente. Maintenant, on peut aussi faire la somme de deux séries. Soit une série somme de UN et somme de YN, deux séries réelles ou complexes, et soit aussi lambda appartenant à l'ensemble C. Si somme des UN et somme des YN convergent, alors somme de lambda UN plus YN aussi converge. Et la sommation quand n tend vers 0 jusqu'à plus l'infini de lambda UN plus YN est égale à lambda somme quand n égale à 0 jusqu'à plus l'infini de UN plus somme quand n égale à 0 plus l'infini de YN. Si lambda est différent de 0, si somme des UN diverge et somme des YN converge, alors l'ensemble, ça veut dire sommation de lambda UN plus YN diverge. Maintenant, nous allons regarder les séries de Fourier qui sont très importantes pour l'étude des traitements de l'information. Une des méthodes les plus utilisées dans l'analyse des signaux est la série de Fourier. La série de Fourier permet de transformer n'importe quel signal périodique en une somme de sinusoïdes périodiques. Maintenant, on peut donc rendre un signal périodique complexe et le simplifier à des sinusoïdes. Et en ce moment-là, il y a un mathématicien du nom de Fourier, maintenant qui a donné la décomposition, d'où le nom de série de Fourier. Et l'expression qu'il a donnée pour une fonction périodique quelconque f de t, Fourier démontra qu'on pouvait faire l'équivalence suivante. Une fonction f de t est égale à AV plus sommation n égale à 1 jusqu'à plus l'infini de AN cosinus de n oméga 0t plus BN sinus de n oméga 0t. D'où les AV, AN et BN sont des coefficients Fourier et la fréquence fondamentale, de la fréquence fondamentale. Le A0, maintenant, comment déterminer le AV, le AN et le BN, ces coefficients de Fourier qui, par exemple, si vous prenez une fonction f, 2π périodique, continue par morceau ou intégrable, les coefficients de Fourier sont définis par AV égale à 1 sur t, intégrale de t0 jusqu'à t0 plus grand T, f de t, d de t. Les t0, on peut les changer. On peut intégrer par exemple de 0 à 2π. Si l'intervalle c'est de 0 à 2π, donc on peut intégrer de 0 à 2π. À la place de t0 là-bas, on met 0. Donc le grand T, c'est la période, on met là-bas 2π. Le AN aussi est défini par 2 sur t, intégrale de t0 plus grand T, f de t, cosinus de n oméga 0t. Et le BN est égal à 2 sur t, intégrale de t0, intégrale de t0 à t0 plus grand T de f de t sinus de oméga t. Maintenant, le AV, on peut aussi l'écrire le A0. Ça, c'est ça qu'on appelle la valeur moyenne de la série. Le AV, c'est la valeur moyenne de la série, c'est la valeur moyenne du signal. Maintenant, on peut représenter les séries de Fourier suivant 3 formes. Parmi les formes, soit forme exponentielle, soit forme polaire, soit forme trigonométrique. Forme exponentielle, on peut l'écrire maintenant, c'est une sommation n égale à moins l'infini jusqu'à plus l'infini de Cn exponentielle de Jn oméga 0. Les Cn sont des coefficients aussi de Fourier. Cn qui est égal à module de Cn exponentielle de J θ n. Et pour déterminer maintenant C moins n, cela veut dire que c'est le conjugué de Cn. Sur l'écriture polaire est égal à C0 plus somme n égale à 1 jusqu'à plus l'infini de 2Cn cosinus de n oméga 0 plus θ n. Sous forme trigonométrique, on peut l'écrire C0 plus sommation n égale à 1 jusqu'à plus l'infini de AN cosinus n oméga 0t plus BN sinus de n oméga 0. Et là-bas, vous aurez la relation 2Cn qui est égal à AN moins JBN et C0 qui est égal à A0. Maintenant, suivant la parité de la fonction, on peut réduire les calculs. Cela veut dire, si la fonction est paire, le A0 existe et là-bas, au lieu d'intégrer sur la période, on va intégrer sur la moitié de la période et on va obtenir maintenant 2 sur t, intégrale de 0 à t sur 2 de f de t d de t. Le AN qui était 2 sur t, intégrale de t0 jusqu'à t0 plus tau. Si on intègre maintenant, si la fonction est paire,
on va intégrer sur la moitié de la période, cela veut dire de 0 à t sur 2. En ce moment-là, vous aurez 4 sur t, intégrale de 0 à t sur 2 f de t, cosinus de n oméga 0t. Le Bn, maintenant, va être nul pour les fonctions qui sont paires. Pour les fonctions qui sont impaires, c'est le cas contraire, le A0 et le AN vont être nuls, et seulement le Bn qui va exister. Donc, toujours, raison pour laquelle on avait donné sur les formes trigonométriques comment étudier la parité. Si vous connaissez la parité de la fonction, en ce moment-là, vous pouvez automatiquement éliminer. Regardez, si la fonction est paire, vous dites que fonction paire, Bn est égal à 0, vous calculez seulement le A0 et le AN. Si la fonction est impaire, vous calculez directement que A0 est égal à 0, AN est égal à 0, et vous calculez Bn en intégrant sur la moitié de la période. Vous avez aussi la possibilité d'intégrer sur toute la période, mais le plus simple, c'est d'intégrer sur la moitié de la période. Si la fonction est périodique de période, supposons 2π, en ce moment-là, vous pouvez intégrer de 0 à 2π, mais aussi vous pouvez aussi intégrer de 0 à π, en ce moment-là, vous multipliez par 2. Cela veut dire le Bn va être égal à 4 sur t, intégrale de 0 à t sur 2, f, maintenant f de t, sinus de n oméga d de t. C'est ça qu'on aura à voir sur la première partie, cela veut dire les mathématiques pour le signal. Et la suite, on aura maintenant à voir, en proprement dit, le traitement de l'information. Je vous remercie. Jusqu'à la prochaine fois.